et la Russie, qui redevient une grande puissance. La Russie qui est une splendide illustration de cette loi de l'histoire qui s'appelle le bonapartisme ou la bonapartisation, qui s'applique à l'histoire mondiale depuis la Révolution française. On fait la révolution, la fête, la terreur, la répression, le chaos, la chien-lit, comme disait De Gaulle, et puis il y a l'appel à l'homme fort. C'était Bonaparte, c'était après Gorbatchev et Yeltsin, Poutine. Il a repris en main les choses, d'une manière quand même assez musclée, à vrai dire. C'est une démocratie extrêmement discutable. Enfin, diriger un pays comme celui-là, c'est pas tellement simple. Et donc, la Russie redevient un grand pays avec des prétentions en matière de politique internationale. Ce qui conduit à des frictions constantes entre la Russie et l'Occident. Ce n'est pas encore les climats de la guerre froide, mais de toute manière, entre l'Amérique et la Russie, et même avec l'Europe, il y a de très sérieux dossiers et de très sérieuses divergences. Ainsi donc, nous aurons aussi toujours des divergences politiques avec les États-Unis. On en a eu pas mal avec le président Bush. On les aura aussi avec son successeur. Même si ce successeur est un démocrate ou une démocrate, on aura encore des divergences d'opinion. Parce que les États-Unis, c'est l'hyperpuissance, et nous sommes l'effet miroir des États-Unis. Nous sommes sur le plan extérieur assez impuissants. Nous n'avons pas de défense commune. Il n'y a qu'une seule véritable puissance militaire en Europe, c'est l'Angleterre. Mais l'Angleterre ne se trouve pas, malheureusement, au cœur de l'Europe. J'y viens dans un instant. Et donc, nos relations avec les États-Unis seront toujours un peu perturbées sur le plan politique. Il faut vivre avec. Je crois et je trouve, et c'est ma conviction profonde, que nous avons tout intérêt à ressouder la solidarité atlantique, étant donné les autres défis qui nous attendent. Sur le plan politique, c'est presque impossible. Sur le plan purement politique. Peut-être qu'il faut une approche comparable à celle que nous avons développée en Europe après la Seconde Guerre mondiale. L'idée géniale de Monnet d'utiliser le levier économique afin de réaliser un but politique majeur, une paix structurelle en Europe. Et l'idée était d'intégrer les secteurs économiques de base. De là, la communauté du charbon d'acier et par après, toute l'évolution de l'intégration européenne. Moi, je suis convaincu qu'il faut prendre les Américains sur leur parole, sur ce qu'ils proposent, comme Bush l'a fait, c'est-à-dire songer à établir une zone libre-échange. Une zone libre-échange, au début, partielle. Pas aujourd'hui, en ce qui concerne l'acier ou le charbon, mais peut-être en ce qui concerne certains produits financiers. C'est parfaitement concevable. Ou certains services. Et donc créer une zone de libre-échange reliant les deux rives de l'Atlantique, ce que j'appellerais volontiers une TAFTA, Transatlantic Free Trade Agreement. Et les économistes savent que si vous créez une zone de libre-échange, la phase suivante, inéluctable, est une union douanière, la troisième phase est une union économique, et la quatrième phase est une union monétaire, une zone euro-dollar qui contribuerait largement à la stabilité monétaire dans le monde ou dans une partie du monde. La Chine, l'Inde, oui. Y a-t-il un péril jaune? Oui. Y a-t-il un péril indien? Oui. Mais il y a aussi un péril slovaque, tchèque, peut-être bulgare ou roumain. Il y a aussi un péril allemand, il y a un péril néerlandais, il y a un péril français. Nous sommes tous des concurrents. Et donc, ce que les économistes appellent l'élasticité de competitivité, de competitiviteitselasticiteit, is enorm toegenomen de laatste jaren. We zijn bijzonder kwetsbaar geworden. En dus wat gebeurt in China is voor ons natuurlijk van kolossaal belang. Ook voor de hele planeet. Want er bestaat dat soort stilzwijgende samenzwering tussen China en Amerika.
om de grote handelstekorten van Amerika, die vooral ten goede komen aan China, en die de reserves opstapelt, 1000 miljard euro, om die te recycleren naar Amerikaanse fondsen, waardoor China, en tot op zekere hoogte de Chinezen, het twin deficit van Amerika financieren, het handelstekort en het begrotingstekort. Dat mechanisme, dat zeer delicaat is, functioneert, zeg maar sinds 5, 6 jaar met groot succes. Maar het is puur pragmatisch. En het is bezig af te brokkelen. Dat zou in 2008 kunnen blijken. Het is bezig af te brokkelen. Omdat de dollar natuurlijk heel ver gezakt is. En waarschijnlijk de yuan zal worden opgewaardeerd door de markt. Je krijgt dus een toenemende divergentie tussen de yuan en de dollar. En dat is een heel zwaar economisch en internationaal probleem. Want de Chinezen, maar ook de landen die zitten met petrodollars, de Emiraten, die zeggen ja, de dollar, daar hebben we geen vertrouwen in. De euro, we zullen zien wat daar in Europa gebeurt. Wat doen ze met die reserves? Ze beleggen die reserves in industriële activa. In de hele wereld. En we hadden het daarnet over aan tafel. Dus de participaties van China, van India en van Emiraten in het kapitaal, in de kapitaalstructuur van grote banken. Citicorp, Fortis, Jaguar. En de lijst is heel lang. In België, Arcelor, devenu Métal. À première vue, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, mais ça va évidemment se multiplier à une allure vertigineuse au cours des prochaines années. Il faudra vivre avec. Si en tant que ministre des Affaires économiques, il y a presque 20 ans, j'avais annoncé au Parlement, alors qu'on essayait d'assainir Coquille Sombre, qu'en 2006, Coquille Sombre, devenu Arcelor, serait repris par un groupe indien, Métal, on m'aurait lynché, ou quelque part limogé et mis dans un institut psychiatrique. C'est arrivé. Dus de werkelijkheid overtreft altijd de fictie. Onze houding tegenover China en tegenover al de emerging countries moet een beleid zijn van openheid en samenwerking. En vooral het behoud van de vrijhandel en op onze tanden bijten en niet vervallen in protectionisme. Dat was de grote vergissing van de jaren 30. Want als je de vrijhandel behoudt, dan speelt de fundamentele economische wet. De wet van de opwaartse nivellering van de prijzen en de loonkosten. Er is reeds een aanzienlijke inflatie in China. Des te beter. En de lonen stijgen er ook. En Zuid-Korea, na de oorlog in Korea, had een loonpeil van praktisch 0. Arbeid was gratis. Vandaag verdient een Zuid-Koreaanse arbeider netto, de pocket wage, ongeveer evenveel als het gemiddelde van een Europese arbeider. Minder dan een Belgische, minder dan een Duitse, maar ongeveer evenveel als het gemiddelde. Hoe komt dat? Door de wet van de opwaartse nivellering van lonen, kosten en prijzen. En dus dat mechanisme, dat moet je laten spelen, en dat speelt vanzelf als je de vrijhandel behoudt, is van kapitaal belang om het concurrentieel voordeel te zien verminderen en geleidelijk te komen tot genormaliseerde competitieve relaties tussen de landen die minder gaan steunen op kostprijsverschillen, maar vooral gaan steunen op verschillen in innovatie. De innovatorische concurrentie is natuurlijk de concurrentie van de toekomst. Meer dan de prijzenconcurrentie en de kostprijs. Et puis, je dois absolument me dépêcher.